Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live sur MX Réflexion, sur les plateformes MX Réflexion live, pardon, YouTube, Facebook, Twitch. On est aussi au format podcast, vous le savez, hein, pour ceux qui nous écoutent en léger différé ou en différé tout court. N'hésitez pas à remonter les archives, on en a un bon paquet et on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast comme Spotify, Apple Podcast. Voilà, vous pouvez nous trouver assez facilement et c'est plutôt cool, juste en version audio. Vous pouvez nous écouter en voiture, par exemple, sur les longs trajets. On a beaucoup de lives derrière nous, 234 qui ont été enregistrés. Donc, allez-y, foncez. Beaucoup de personnalités de l'industrie de la moto, pas que du motocross, aussi de l'enduro, essentiellement du tout-terrain, évidemment. Mais voilà, régalez-vous en format podcast et aussi sur YouTube, bien évidemment. En tout cas, content de se retrouver pour un direct avec une légende de la moto ce soir, motocross, supercross, endurance et même MotoGP. On va balayer de nombreux sujets pendant une heure entièrement consacrée à Jean-Michel Bayle. Donc voilà, ça va envoyer. N'hésitez pas à partager ou mettre un petit commentaire sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch même. Ça nous aide à produire des lives sur MX Réflexion. Donc, sachez aussi que cette vidéo sera publiée sur la chaîne YouTube, la toute nouvelle chaîne YouTube de Jean-Michel. Donc, vous tapez Jean-Michel Bayle, JMB 111, chaîne. Vous allez trouver tout ça tout de suite. Abonnez-vous. La chaîne a démarré il y a un petit peu plus d'un mois. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, on va le diffuser aussi sur cette chaîne. Ça ne sera pas en direct tout de suite, mais on le mettra ensuite une fois qu'on aura enregistré tout ça. Vous l'aurez remarqué, ce soir, il manque une personne sur ce live puisque Blaise Abadi, mon compère de toujours, s'est pris quelques jours de vacances en famille à Disneyland Paris. Et là, il est actuellement sur la route avec femme et 3 enfants. Donc, je peux vous dire que ça doit être solide pour lui. Il aurait préféré être en live avec nous. Ça aurait été bien plus reposant. Il aurait presque pu rester une semaine de plus pour assister au Supercross de Paris. Ça n'aurait pas fait de mal. Mais bon, il faut bien qu'il rentre parce qu'on a une société à faire tourner, vous le savez, chaque année, chaque semaine, pardon. Nos lives sont sponsorisés par MXR Communication. On réalise des vidéos dans toute la France via notre entreprise de com spécialisée dans le BTP. Voilà. Donc, on produit des vidéos qui servent aux entreprises à poster sur les réseaux sociaux, des vidéos corporate, etc. Pour ça, on est équipé de tout ce qu'il faut, drone, caméra. On a 14 caméras time-lapse aussi qui servent pour les chantiers de longue durée pour du suivi très précis. Vous commencez à le savoir à force. N'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous. On sait que le milieu de la moto et le milieu du BTP, ce sont deux milieux qui sont très liés. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis là-dedans, par passion, comme le reste. Allez, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on reçoit une légende. Ça, c'était bien avant que moi, je démarre la moto. Le gros de sa carrière, c'était avant les années 2000. Moi, j'ai démarré en 2000, mais pour autant, j'ai beaucoup entendu parler. J'ai suivi la carrière de JMB, même si c'était déjà passé. J'ai pas connu le fast cross d'Arsago. On en avait parlé dans certains lives en Italie. Mais j'adore apprendre des choses pendant les interviews pour parfaire ma culture générale. Donc voilà, ce soir, je pense que je vais encore prendre un step avec la culture. Avec nous, c'est un pilote qui continue de marquer les esprits chaque génération. Premier et seul pilote français à avoir remporté un titre dans la catégorie Rennes en Supercross US, c'est JMB, Jean-Michel Bayle. Comment ça va, Jean-Michel? Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Ouais, tu vois, je le disais, légende, pourquoi? Parce que tu as marqué les générations. Ce qui est assez incroyable, c'est que des gens comme moi qui ont démarré la moto, tu vois, en 2000, le gros de ta carrière était passé, même si tu as continué quand même dans le milieu, hein. Mais c'est resté. Et je trouve que c'est assez rare, en fait, ce phénomène. On le retrouve pas avec d'autres pilotes, tu vois. On le retrouve peut-être avec McGrath et Carmichael, mais un gars comme Villopoto, un Dungey, ou même plutôt en France avec Christophe Pourcel, ça n'a pas le même impact auprès des jeunes qui ont démarré après la fin de leur carrière. Tu vois ce que je veux dire? Un Christophe Pourcel qui donne des stages aujourd'hui, il nous disait qu'il y a des gamins à qui il donne des stages, ils sont pas au courant de ce qu'il a fait, tu vois? Alors que toi, je trouve que c'est un petit peu l'exception parce que, beh, tu as marqué toutes les générations et on le voit nous dans nos lives. Beaucoup de personnes nous demandaient à avoir une interview avec JMB. Comment tu l'expliques ça? Ah franchement, je sais pas, je suis mal placé ouais, pour expliquer ça. En même temps, je peux le comprendre par le fait parce que j'ai marqué les esprits car j'ai été le premier. Moi j'ai été à la naissance du Supercross en France. J'ai vu le Supercross arriver, en France. J'ai été le premier à gagner des Supercross, à gagner le Supercross de Bercy. En tant que Français, même en tant qu'étranger, donc autre qu'américain. Et donc j'étais le premier aussi à partir aux États-Unis, à gagner le championnat là-bas. Donc forcément, après, il y a eu le MotoGP, il y a eu l'endurance. Voilà, donc en fait, déjà, c'était une carrière qui était très longue. Et je pense que ça, voilà, ça a impacté les gens par mes résultats. Et puis après aussi parce que, voilà, parce que n'importe comment, ça, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Il y a des fois le feeling qui passe entre les gens et un sportif, et peut-être que c'est le cas, quoi. Voilà. Ouais, justement, on va revenir un peu, hein, sur ta carrière, hein, donc au début de live.
Comment tu as mis le pied à l'étrier, toi, dans la moto à la base? Alors, on va parler aussi de ton frère, hein, dans cette émission, mais c'était un sport, ancré dans la famille? Comment tu es rentré là-dedans? Alors pas du tout. Par contre, on avait le cascadeur Alain Prieur qui était de la région, qui était de Manosque, de Fort-Calquier où j'habite aujourd'hui. Donc lui faisait des cascades moto. Il se battait déjà avec un Américain pour le titre de champion du monde de saut en longueur. Et donc je l'ai vu faire son premier saut. J'avais 5 ans, quoi. Donc voilà, donc j'ai été un peu impacté par ça. Et puis après, j'ai grandi un peu dans son entourage. Et puis il a fini par m'offrir une moto, un 80 cross, et il m'a engagé à une course. Et donc voilà, et puis après c'est parti et ça s'est plus jamais arrêté, quoi. Vous aviez de quoi rouler vers chez vous à cette époque? Alors, on roulait partout, on habitait un peu à la campagne, donc on roulait autour de la maison. Moi, j'ai toujours été réputé pour faire des circuits dans tous les sens, de partout, dans des terrains vagues, dans des mines, des chantiers. Voilà, donc c'est ce qui a fait aussi ma force de pilotage, aussi mon apprentissage de la perfection dans le pilotage. Ouais, t'attendais pas que le terrain soit hercé, arrosé avec l'ouverture mensuelle, On a- du dimanche? on n'avait pas tout ça. Après, quand est arrivé le Supercross, j'ai été un des premiers à avoir un terrain de Supercross personnel. Et j'avais 15 ans et même le Chine était venu pour faire des tests des nouvelles 125 ici, à Manosque, donc avec toute la bande de la rivière, donc moto verte. Donc, et j'avais 15 ans, quoi. Donc, ouais, c'était cool, quoi. Tu as démarré avec un parcours classique, ligue, championnat de France, comment ça s'est passé pour toi? Ouais, mini-vert, quoi. Mini-cross de Provence. Après mini-vert, championnat de France des mini-motos. Et puis après le junior. Et après directement le championnat de France et mondial. D'accord. La Voilà. transition, ça a été? C'était comment à l'époque? Il y avait des steps quand même entre les cylindrées avec les âges et tout? Comment ça se passait? J'ai toujours été un peu en avance par rapport à mon âge. Donc, quand je roulais à ma dernière année de 80, j'ai fait le trophée Kawasaki qui était en 125 et je le faisais avec mon 80. Ouais, c'était Donc, possible à l'époque ça. ouais, C'est une anecdote que j'ai beaucoup entendue ça vers chez nous. c'était possible parce que voilà, parce que il y avait des gens passionnés, parce qu'il y avait des gens qui aimaient, voilà, qui aimaient ce que je faisais. Et du coup, j'ai fait 2 cours, j'ai gagné la deuxième, et à la deuxième, comme j'ai gagné, on me voulait plus après. Les pilotes voulaient plus que je vienne. Et à cette époque-là, j'ai même gagné un cross national en 250-500 avec mon 80. Ah ouais, ouais, c'est Voilà. énorme. Et ça, c'est marrant, ouais, c'est des anecdotes qui encore aujourd'hui on les entend, hein. Tu faisais des intérieurs, à des 500, tu leur passais sous le coude, sous la moto. A priori, il y avait quand même une grosse différence. Enfin, on sentait déjà que tu avais Ouais, quand même un truc par rapport à certains pilotes, quoi. ouais, en pilotage, ouais, il y avait quand même quelque chose. Il y avait quand même quelque chose. Après, les gens, c'est pour ça que les gens le voyaient, et c'est pour ça que je pense que j'ai eu des facilités aussi pour faire ce genre de course. Jean-Jacques Bruno aussi, j'avais roulé pas mal avec lui. Je pense qu'il avait vu aussi. Voilà, après, c'est des choses qui se voient, je pense. Et après, la transition en 125 a été un peu dure parce que j'étais très fin en fait et assez petit. Donc la 125, la première année, ça a été un peu dur en junior, mais après, dès que j'ai été à l'aise, de suite, les steps, ça a vraiment été super vite, quoi, la progression. Comment tu es devenu à l'aise justement sur une cylindrée, moto plus grosse? Tu as travaillé physiquement ou tu as peaufiné encore plus ta technique? Non, bah, j'ai attendu de grandir, quoi, hein, donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, j'étais petit, j'étais pas très costaud, mais surtout j'étais petit, donc ça me gênait pas mal sur le 125. Il faut dire que le 125, depuis l'âge de 13 ans, je roule avec, hein, même j'ai des stages avec Jean-Jacques Bruno où j'ai roulé avec une 500, j'avais 15 ans, quoi. Mmh. Mais voilà, quoi. Donc, techniquement, j'avais ce qu'il fallait, mais bon, après, pour être à l'aise en course et se sentir à l'aise dans la boue, tout ça, il faut quand même avoir une certaine grandeur sur la moto pour pouvoir maîtriser, quoi. D'accord. Les premiers titres, ils sont arrivés, rapidement? Ça a été championnat de France, tu as fait En ouais, fait, comment ça a été timide jusqu'en 86, jusqu'à l'âge de 17 ans, et à 17 ans et demi, dès que je suis passé chez Honda, ça a été la machine s'est mise en route, et j'ai gagné le championnat de France. Et de suite, j'étais dans les 5 premiers en mondial.
Et j'ai gagné 2 grands prix cette année-là, donc ça m'a de suite envoyé avec une moto d'usine et pour le championnat du monde, quoi. C'était compliqué à l'époque de rentrer, dans un team usine? Non, non, ben, c'est pas la même époque, hein, le marché de la moto, il était énorme. Pour dire à l'époque, chez Honda France, ils se vendaient 5 000 motos de cross en 1987. On Ouais. était, 4 pilotes officiels Honda pour la France, rien qu'en faisant le championnat de France. Ouais, on te demandait tu étais pilote officiel, mais que pour rouler en France? Que pour rouler en France et on était 4 pilotes officiels à rouler en France pour Ouais. Honda. Et on faisait un peu des courses de mondial. Moi, je faisais tout le mondial, mais voilà quoi. C'est vrai que c'était pas la même époque. C'était pas du tout le même marché quoi, non plus. D'ailleurs, elles étaient comment ces motos par rapport aux motos qu'on pouvait acheter, sur le marché? Ah, ça allait, hein. Au début, nous, moi, là, toute l'année 87 où je gagne 2 grands prix, je la gagne avec une moto standard, avec un kit Mugen. Donc ouais, ouais, ça marchait bien. Après, c'est sûr que l'année d'après, quand j'avais la moto d'usine, ça a changé un peu la donne. C'était un peu plus facile. Mais par contre, c'est vrai que non, les standards, elles marchaient bien à cette époque-là déjà. Mmh. Bon, tu vois, ça réveille les anecdotes, hein, en commentaire, tu vois? À Gimont, apparemment, ils roulaient en 80 avec les 125, donc Gimont, c'était un circuit qui a fermé il y a pas si longtemps, très connu vers chez nous. On nous parle de Lavore, on nous parle aussi de 88 à Blargy, tu vois? Où tu as marqué les esprits, l'année de ma naissance, à Blargy dans la boue. Ouais, tu vois, ça reste Ouais, gravé quand même. là, c'était le mondial 125 où je jouais le titre avec Dave Strybos. Et d'ailleurs, voilà, d'ailleurs, on a joué le titre toute la saison et sur la dernière épreuve, tout se joue sur la dernière manche puisqu'on est ex aequo en points après 24 manches, 12 grands prix, on est ex aequo en points avant la dernière manche, quoi. Et tu Donc, arrivais à bien supporter, cette pression aussi jeune? ouais, j'avais quand même, j'avais déjà une détermination assez prononcée. Ouais, c'était moins facile qu'après quand j'ai été aux États-Unis parce qu'à chaque fois j'ai appris, Mmh. mais j'étais déjà pas mal à ce moment-là, ouais. J'étais déjà pas mal. D'accord. Ouais, tu avais des trucs moi j'ai une anecdote, c'est plus ma génération pour le coup, j'ai grandi avec ça, mais tu vois, Seb Tortelli qui pose la main sur l'épaule de Stéphane Evers avant la dernière manche du championnat et qui lui dit: «Bonne chance». Tu avais des petits trucs comme ça toi avec tes adversaires pendant ta carrière? Non, 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 moi je les regardais pas, je faisais comme s'ils étaient pas là, pour moi ils existent pas, il y a personne qui existe quand je roule. Il y Ouais. a que moi, il y a que la piste, il y a que les 2 personnes qui sont autorisées à me parler, que je vais accepter une parole, c'est mon mécanicien, c'est à la rigueur Roger de Coster, mais voilà quoi, c'est fermé tout autour, je suis je non, moi il y a rien d'autre qui rentre quoi, je les regarde même pas, je fais même pas Ouais. attention à eux. D'accord, ouais, on t'aurait pas mis une GoPro sur le casque ou fait des vlogs avec toi à cette époque-là, quoi? Non, j'aurais pas été un très bon client, quoi. Pas du tout, ouais. Ouais, j'étais pas dans la communication, j'étais dans la réalisation de mes objectifs, la réalisation de mes rêves et j'étais pas du tout dans la com, ouais, dans le Comment tu étais avec les médias? Parce que la com à l'époque, ouais, voilà, il y avait pas les réseaux j'étais sociaux, on pouvait j'étais moins y arriver. détestable avec les médias et d'ailleurs heu, j'en rigolais avec le Big, il y a 1 an quand je suis passé le voir aux États-Unis parce qu'il m'a dit, j'ai dit: «Mais tu sais, moi, tu as de la chance d'avoir des pilotes comme ça aujourd'hui qui te parlent». J'ai dit: «Parce que moi, tu m'aurais pas adressé la parole». Il me dit: «Mais je sais, j'aurais pas pu faire mon business avec toi». Et ouais, c'est vrai, ouais, c'est sûr. Mais, C'est sûr, mais mais après ça pour moi quand tu as des objectifs importants, tu dois vraiment te concentrer sur l'objectif et le reste à côté, pour moi, ça a pas d'importance, quoi. Même si ça peut choquer les gens, même si ça peut choquer des fois ton employeur, mais ton employeur, n'importe quoi, il te paye pour gagner la course, il te paye pas pour faire le beau sur les photos. mmh, En fait, si tu as besoin de faire le beau pour qu'on parle de toi, c'est que tu gagnes pas. mmh. Voilà, Ouais, c'est tout. effectivement. Voilà. Ouais, ouais, c'est quelque chose tu penses qu'aujourd'hui ça serait, c'est encore possible de faire ça? Mais Si bien tu sûr, mets si des tu gagnes, il y a résultats? pas de souci. Tu es payé pour gagner, tu es payé pour gagner. Si tu gagnes, tu c'est pas c'est le reste, c'est pas grave. Mmh. Mais après, chacun fait son business. Ceux qui savent qu'ils gagneront jamais, ben, ils font de la com. Ouais, ouais, effectivement. Après, il y a ceux qui gagnent et qui font de la com, tu vois? Je pense à Ken Après, Roksen, je pense au frère Lorenz. Est-ce ouais, que toi, avec le recul, est-ce que tu te dis maintenant: «Ah, peut-être que j'aurais pu faire un peu plus et en fait, avoir une aura encore plus grosse, quoi?» je m'en fous. Si c'est pas déjà le cas? Je m'en fous, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'une aura, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai mes objectifs, j'avance dans mes objectifs, dans ma vie
Et je peux comprendre hein, que ça soit important d'avoir une aura, mais moi, c'est pas mon objectif, quoi. C'était pas Mmh. mon objectif et ça l'est toujours pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de partager avec les gens par rapport à ce que je fais et tout ça, mais je cherche pas forcément heu, cette présence permanente, quoi. Mmh. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que tu dis que tu partages plus, donc ça, c'est vrai que c'est cool. On te voit sur les réseaux sociaux, tu partages pas mal d'expériences. Tu as monté ta chaîne YouTube, sur laquelle on avait la question tout à l'heure en commentaire. Tu postes des vidéos d'époque, des sujets, des sujets sur toi. Voilà, tu as retrouvé quand même pas mal de vidéos. Ça évite pour nous de ressortir les vieilles VHS. Donc voilà, mais explique-nous ce que c'est le JMB de nos jours. Alors, bah, déjà la chaîne YouTube, c'est juste parce qu'en fait, j'ai pas mal de belles images, sur mon ordinateur, sur des cassettes qui sont stockées. J'en ai numérisé une partie et personne ne les regarde donc je trouvais ça dommage. Alors je me suis dit: «Bon, ben je vais faire une petite chaîne, perso pour pouvoir les partager et qu'au moins les gens qui ont envie de revoir ce genre d'images, puissent avoir accès, quoi». Donc voilà, donc j'en ai plein qui vont venir encore sur des séances photo mythiques, sur des trucs comme ça. J'ai vraiment des trucs assez marrants qu'on n'a jamais vus et donc je pense que ça fait plaisir à certaines personnes de les voir. Après je bosse sur mon livre, donc je veux faire un livre qui retrace toute ma carrière, depuis le début jusqu'à voilà, jusqu'à la fin. Mais vraiment un livre perso pas de JMB, mais ouais, de Jean-Michel, quoi, un vrai livre. OK. Donc voilà, je bosse là-dessus. Et à côté de ça, ben, j'ai toujours des rêves, hein, toujours des rêves de faire du sport, d'avoir des challenges parce que la vie, elle s'arrête jamais pour moi. Les challenges, il y en a tout le temps. Et là, donc, depuis 2 3 ans, j'ai l'objectif de faire de la longue distance en vélo. Donc, c'est des courses de longue distance. C'est quoi que tu Euh, appelles longue distance, concrètement, pour ceux qui savent pas? c'est plus de 1 000 kilomètres. Voilà, donc on a une série qui s'appelle la Race Cross France. Donc l'année dernière, j'ai fait la Race Cross France 1 000 kilomètres. Donc en fait, c'est en autonomie totale. Donc c'est vélo de route, mais on roule vraiment sur des petites routes. On doit suivre une trace et on est en autonomie, ce qui fait qu'on doit trouver à manger, on doit trouver à boire, on doit trouver où dormir par terre, ou dormir où on veut. Et on a, par exemple, pour la 1 000 kilomètres, on a 120 heures pour faire les 1 000 kilomètres, ce qui fait qu'on a 5 jours. Voilà. C'est un truc de fou. Donc l'année dernière, j'ai terminé en 108 heures. Donc j'étais content parce que mon objectif, c'était de terminer. Et là, pour 2025, je me suis engagé sur la 2 500 kilomètres, donc le plus grand format. Donc là, on va partir au mois de juin de Dinan en Bretagne pour rallier Mandelieu avec plus de 40 000 mètres de dénivelé, quoi. On va traverser la France dans tous les sens, quoi. Voilà. C'est fou ça parce que, ça a rien à voir en fait avec le motocross et le supercross sur des formats courts où c'était plutôt du sprint. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté quand même, tout ce que tu as fait dans ta jeune carrière en moto? Est-ce que ça Tu vois, c'est là que tu te trompes, c'est que tu dis ça n'a rien à voir, mais en fait, parce que c'est pas là que ça se joue. mmh, En fait, le sport de haut niveau et il se joue mentalement et il se joue dans la capacité que tu as à mettre de l'énergie où tu as envie de le mettre. mmh, Et en fait, ça, c'est commun à tous les sports. C'est pour ça que j'ai eu une carrière dans des sports différents. C'est parce qu'en fait, j'ai appliqué la même méthode à tous les sports que je fais. d'accord, Et en fait, c'est juste une question de qu'est-ce que tu, quelle quantité d'énergie vas-tu être capable de mettre dans l'objectif que tu as. ouais. Ouais, Et donc, en fait, volontairement, je disais ça n'a rien à voir parce que je voulais un peu ouais, t'amener mais là-dessus aussi et je te dans les comprends. projets de vie à côté, et même dans le travail, au final, Ouais. si tu te donnes à fond sur un objectif, ben voilà, ça va plus payer que si tu te reposes sur tes acquis, quoi. Mais bien sûr, n'importe comment. Et puis, n'importe comment, c'est quand tu as un objectif, après, derrière, il suffit pas d'avoir un objectif. Après, il faut avoir la constance de donner de l'énergie tous les jours pour se rapprocher de cet objectif. Et dans cette avancée, tu vas avoir des mauvais moments et des bons moments. Et justement, il va falloir garder le cap tout le temps et il va falloir tout le temps avancer. Et donc, et ça, c'est que ça soit pour le motocross, pour le supercross et pour tous les sports de haut niveau, c'est quelque chose que généralement tous les grands champions essayent d'avoir, quoi, parce que c'est tellement important. D'accord. Voilà. Du coup, le livre, où est-ce qu'on pourra le trouver? Dans combien de temps à peu près? Parce qu'on sait qu'un livre comme ça, je pense que c'est quoi? C'est une voire plusieurs années de boulot, non?
Ah, c'est plus que ça. Ça fait déjà pas mal d'années que j'y suis. J'ai essayé de trouver le format et la façon. Là, j'ai bien avancé sur la façon dont ça va être géré. Et donc, là, maintenant, je suis dans l'écriture. Donc, ouais, ouais, c'est très long. C'est très long Tu- parce que, en plus, il est très riche. Et donc, ça va être long. Je pense qu'il sortira dans un an et demi à peu Ah près. ouais, d'accord. Ouais, c'est proche, ouais. Du coup, c'est pour ça que tu commences un peu à en parler. Tu peux te le permettre maintenant. Tu sais qu'il va sortir, quoi. Voilà, voilà. C'est, Oui, tu es aidé pour écrire ou c'est toi qui fais tout? alors, ouais, ben, comme ma carrière, hein, j'ai toujours fait un peu différemment. Donc, j'ai lu pas mal de bios de certaines personnes et ça me plaît pas forcément, surtout des bios de sportifs, parce que c'est assez classique. Ça raconte une carrière, quoi. Et moi, ma carrière, elle a été racontée dans tous les sens déjà, dans les motos vertes, dans les magazines, dans tout ça. Donc moi, c'est moi qui l'écris. Et c'est ouais, c'est pour ça que c'est beaucoup de temps. Et c'est aussi vraiment de, de, de l'intérieur, quoi. C'est vraiment moi qui raconte avec une vision d'aujourd'hui aussi, avec une vision avec le recul d'aujourd'hui, qui analyse ce que j'ai fait à l'époque. Donc, Hmm. ouais, ouais, ça va être assez riche. Ouais. Ouais, c'est un livre, comme tu disais, c'est Jean-Michel, quoi. C'est pas JMB qu'on a connu à travers les médias. Alors, on pourra dire que c'est JMB par Jean-Michel, quoi. Ouais, Voilà, ouais. d'accord. Ouais, ça devrait être intéressant, pas mal. Puis je suppose qu'avec un livre comme ça, même si on n'est pas du milieu de la moto, on peut faire le parallèle avec d'autres sports et même la vie à côté pour ceux qui sont dans le business, par exemple. Ben, c'est un peu comme ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai vécu d'énormément de choses dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai vraiment, franchement, euh, par rapport à tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours l'impression d'être incompris. Parce qu'en fait, on a donné une image de moi qui est juste celle qu'on a donnée dans les médias, dans Moto Vert, dans tout ça. On a raconté mes résultats, on a raconté un peu mes interviews sur ce que je voulais dire à l'époque, mais c'est pas forcément ce que je suis vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de faire ce livre pour vraiment euh, expliquer le déroulement des choses de l'intérieur et ce que je suis vraiment. Et ça clôturera toute mon histoire, quoi. Après, je peux partir à la retraite dans mon chalet en montagne et dire au revoir à tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est marrant parce qu'on raconte beaucoup de choses sur toi et il me semble qu'il y a des trucs, des fois, ça t'énerve un peu. Moi, de ma génération, il me semblait qu'on comparait beaucoup Christophe Pourcel à toi en termes de tempérament. Tu sais, surtout quand il était aux US, le fait d'être un peu, de pas trop s'intégrer au pays, ce genre de choses. Il me semble que tu avais un peu démenti tout ça, où tu avais dit non, mais moi, j'ai rien à voir avec Christophe Pourcel. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce qui avait été dit? Non, ce qui a été dit, ça n'a aucune importance. On est tous différents, n'importe comment. On est tous des personnalités différentes et on est tous différents. Donc après, chacun a son attitude. Euh, euh, Après, moi, souvent, la seule chose qui me dérange un peu, c'est souvent la nouvelle génération a toujours l'impression de penser que c'était plus facile avant. Hmm. Et ça, c'est une grosse erreur parce que dans ce cas-là, moi, quand j'étais aux US, j'aurais très bien pu dire, ah ouais, mais ce que faisait Bélé, c'était facile avant, quoi. Ou ce que faisait De Coster, ça a été facile. Donc, tu peux pas dire ça parce que quand tu vois les motos, ce qu'ils faisaient avec leurs motos, tu prends à l'époque de Bailey Johnson, les pistes, c'était un enfer, quoi. C'était pointu, les triples, c'était pointu. Tu faisais 2 mètres courtes, tu étais mort, quoi. Hmm. Euh, donc, euh, donc, tu peux pas comparer comme ça les époques. Et puis, un champion reste un champion, quoi. Parce qu'en fait, ce que beaucoup de monde, où beaucoup de monde fait l'erreur, c'est, c'est en fait. Euh, Comment dire? Tu vois, par exemple, quand tu fais du 100 mètres, avec un peu d'entraînement, tout le monde peut s'approcher des 11 secondes. Voilà. Ouais. Allez, on va dire 10,5, 11 secondes. Tout le monde, avec beaucoup d'entraînement, tout le monde peut arriver à le faire. Après, pour s'approcher des 10 secondes, déjà, ça commence à être plus délicat. Déjà, il faut commencer à mettre de l'énergie, à mettre du mental, à mettre ouais, beaucoup d'entraînement. Il faut déjà commencer à avoir un certain talent et tout. Et après, tu as ceux qui courent en 9,7 ou en 9,6. Et ça, et ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'au plus tu te rapproches du haut niveau et de la performance ultime, au plus c'est difficile. Ouais. Parce qu'après, pour aller gagner 3 dixièmes,
c'est autant d'efforts que pour aller gagner 3 secondes, quoi. Mmh. Et ça, c'est pareil en moto, tu vois? En supercross, honnêtement, rouler dans le top 10, rouler dans le top 10 aux US, moi, ça m'a jamais fait peur et je pense pas que ça fasse peur à n'importe qui aujourd'hui. Même, tous les Français, je pense, ont l'objectif un jour de faire ça. Mais après, pour aller rouler devant, pour s'imposer tous les week-ends, pour gagner un championnat, mentalement, c'est encore une autre démarche. C'est Ouais. pour ça que tu peux pas comparer les époques en disant avant c'était facile et maintenant avant c'était facile, ouais, maintenant c'est beaucoup plus dur parce que ça va beaucoup plus vite. Bien sûr que ça va plus vite aujourd'hui, mais les motos sont pas les mêmes. Mmh. Ouais, Les ça a plus rien à voir. Moi je suis Mmh. monté sur une moto de Roger de Coster des années 70, c'est un enfer. L'embrayage, il faut prendre la même pour embrayer, l'accélérateur, il faut forcer. Moi je fais 3 tours avec, j'ai mal au bras, j'ai mal de partout, je m'arrête. Mmh. Tu vois ce que Ouais je veux dire? et eux, quand tu vois des vidéos, c'est vrai que ça fait peur, Ça ça fait fait peur à peur. voir. Ça fait peur à voir et ils allaient super vite. Donc tu peux pas dire que les mecs c'était des nuls, quoi. Au contraire, c'était des warriors, quoi. Mmh. C'était vraiment des warriors. Donc non, moi je dis pas que c'est plus facile aujourd'hui, par contre. Je le dis pas et je dis pas que c'était plus facile avant. Je dis Ouais, simplement que c'est toujours très difficile d'être un champion et de rouler devant et que ça demande la même, attitude, discipline, énergie et que bien sûr les motos évoluent, bien sûr ça va plus vite aujourd'hui et heureusement parce que le matériel a évolué. Voilà. Mais c'est juste, voilà, ça c'est vraiment une pour moi des fois, une erreur que j'entends souvent et qui me dérange un peu. Voilà. ouais. Et tu es pas du genre à dire: «C'était mieux avant»? Non, non, après honnêtement, hem, je ce que je dis que c'était mieux avant, c'était, le charisme des pilotes parce qu'il y avait moins de pression des sponsors. Les pilotes faisaient plus ça par passion et moins comme métier. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une pression, de faire carrière, et qui gomme un peu la personnalité de certains, quoi. Et ça, par exemple, un des derniers à avoir fait ça, c'est Christophe Pourcel qui a gardé, voilà, qui a gardé sa personnalité, son attitude, qui plaisait pas à tout le monde, mais Mmh. en tout cas, il faisait ce qu'il avait à faire et il a gagné des championnats, quoi. Même s'il a pas gagné le titre majeur, heu, je pense plus par rapport à un certain entourage qui était pas vraiment top, mais en pilotage, il avait largement le talent de le faire, quoi. Ouais, on parle en commentaire, tu vois, de Dylan Ferrandis aussi, c'était tout à l'heure, hein, quand on parlait d'être, sur les réseaux sociaux avec les médias et tout ça. C'est vrai que Dylan Ferrandis a un petit peu le même tempérament, je sais pas ce que tu en penses? Ouais, 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 parce que Dylan, c'est un guerrier, ça se voit dans son attitude, dans tout ça. Après franchement, Dylan, c'est dommage parce qu'il a vraiment le niveau pour pouvoir rouler devant. Quand je dis rouler devant, moi, c'est dans les 3 premiers, hein. Mmh. Parce que bon, c'est bien de faire entre 5 et 20, OK, c'est bien, mais bon, ce qui est beau, c'est d'aller rouler devant, de gagner des courses et de faire des podiums, quoi. J'espère que je choque personne avec ça, mais je pense que c'est le but pour tout pilote, quoi. Voilà. Mmh. Donc Dylan, il a largement les capacités pour le faire, mais bon, le problème, c'est que les années passent et il se blesse un peu, il n'a pas forcément tout le temps la bonne moto, voilà, donc voilà, c'est le temps passe, quoi. Le temps Mmh. passe. C'est dommage. Ouais, le temps passe, c'est sûr, on rajeunit pas et du coup, ouais, ça devient de plus en plus compliqué, surtout quand on voit les talents qui arrivent derrière, c'est difficile, mais bon, on va voir. Un gars comme Dylan Ferrandis, on a hâte de le voir au Supercross de Paris dans 10 jours et peut-être que ça sera, l'année du renouveau, quoi. Ouais, ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Je sais que déjà il a changé quelque chose, quelques bricoles parce qu'on a un peu le même docteur tous les 2, D'accord. donc aux États-Unis. Donc je sais un peu, j'ai un peu des nouvelles de ce côté-là, donc je sais qu'il a fait des petits changements, donc je pense que ça va peut-être porter ses fruits. Pour, terminer un petit peu sur le chapitre de ta carrière, j'aurais aimé parler de tes adversaires. Mmh. Est-ce qu'il y en a qui te restent encore aujourd'hui, en mémoire, tu vois? Peut-être des fois qui te réveillent même la nuit, je sais pas, hein, mais ou Non, alors non, non, personne t'a jamais fait peur, mais voilà. Est-ce que tu as un non. adversaire avec qui tu as eu de très bonnes bagarres, avec qui tu as eu énormément de respect? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors déjà, il y a aucun adversaire qui m'a réveillé la nuit déjà. Déjà à C'est l'époque, ils te réveillaient pas la nuit, donc c'est bien. jamais arrivé. À la rigueur, je vais me réveiller moi-même par rapport à peur d'avoir peur de moi-même.
de mes capacités, et encore, c'est très très rare. Mais non, non. Par contre, après, oui, bien sûr, j'ai eu des adversaires. Mais honnêtement, euh, les adversaires, bien sûr, tu as des adversaires, mais pour moi, c'est pas. Pour moi, l'adversaire, c'est moi-même, quoi. Il n'y a pas d'adversaire. Si t'es plus vite qu'eux, si tu es plus rapide, si t'es plus fort, tu n'as pas d'adversaire. Les mecs, ils peuvent te gêner, oui, mais je ne peux pas appeler ça des adversaires. Moi, je ne les appelais pas comme des adversaires. Après, moi, j'ai jamais. Après, bien sûr qu'il y en a eu. Il y en a eu. Il y a eu Strybos quand on s'est battu pour le titre 125. Il y a eu Bradshaw, il y a eu Stanton, parce que Bradshaw, lui, c'était agressif, parce que Stanton, c'était mon coéquipier et que c'était toujours lui qu'il fallait que je batte. Euh, voilà. Après, c'est sûr qu'il y a eu des adversaires. Mais après, ouais, à part Bradshaw qui était une tête de con, et là où il y a jamais eu aucune relation. Avec Jeff, c'est marrant parce quand on se revoit aujourd'hui, maintenant, même on est amis sur Facebook, on s'envoie des messages de temps en temps, et on rigole de pas mal de trucs maintenant. Et c'est sympa parce que des trucs où on a attaché vachement d'importance à l'époque, maintenant ça nous fait rire, quoi, tu vois. Je pense qu'on a eu chacun eu, on a vécu notre rêve chacun, et aujourd'hui on a fait la part des choses et on est capable de rigoler autour de conneries qu'on a fait sur des courses, quoi. Voilà. Ouais, vous avez tourné la page et j'ai vu, quelque chose récemment sur, Facebook de Jeff Stanton qui a posté une photo d'une ancienne moto à toi, où Mm. il a dit, il a posté alors moi ça m'a fait rire, je sais pas toi si ça t'a fait rire, mais il a Ouais, dit, bien sûr, ça m'a fait rire parce si que si je le connais. ouais Oui, voilà, du coup vu ce que tu viens de dire, je pense que ça t'a fait sourire, ouais, mais il a dit en gros, bah cette moto, a toujours été derrière moi toute ma carrière et elle continue d'être derrière moi, elle me poursuit, elle est ouais, là, mais voilà, mais elle restera derrière quoi. ouais. Mais en fait, c'est celle qui avait le 111, donc c'est vrai que le 111 a été derrière lui, c'est la 8 qui était devant lui. Ouais. C'est ce que j'y ai dit Ouais, d'ailleurs. J'ai mais dit à c'était 111, vraiment t'as ta raison. moto à toi? C'était une moto que tu avais chez toi et qui est repartie là-bas quoi? C'est ou c'était Ouais, juste ouais, une je moto? pense que c'est une ancienne. Je ne sais pas si c'est vraiment une moto à moi. En tout cas, quand je suis allé aux US la première année en 89 où je roulais en championnat du monde 250, j'étais allé faire les premiers supercross là-bas. Et American Honda ne voulait pas m'aider parce que le HRC ne voulait pas que je roule là-bas. Donc en fait, avec Roger, on avait acheté deux motos chez un concessionnaire. Et Pro Circuit s'était occupé du moteur avec quelques pièces que j'avais. Et j'avais récupéré mes suspensions de ma moto d'entraînement. Et du coup, on avait fait une moto de course qui était quand même, qui marchait quand même bien. Donc, du coup, j'avais fait le début de saison avec ça, quoi. D'accord. Sur les anecdotes de l'époque, moi j'en avais une autre en tête, mais on va parler de celle-ci. Jean-Michel qui nous dit: «Est-ce que c'était de l'intox avec Strybos quand tu disais manger des frites et boire du coca?» Mais j'avais 18 ans, et à l'époque, ouais, on disait tout et n'importe quoi. Donc, mais c'est vrai que j'étais pas. À 18 ans, 19 ans, on pouvait dire que j'étais pas nickel côté préparation physique et ni côté diététique. Voilà. D'accord. Mais Tu l'as ouais, en tu fait, étais jeune en même temps, à cet âge-là, c'est un peu jeune, normal. et surtout, on n'avait aucune connaissance, quoi. Moi, dans mes parents, ils n'avaient aucune connaissance là-dessus, moi non plus. Et je ne savais pas, quoi. Et ça s'est beaucoup amélioré quand je suis parti aux États-Unis parce que j'ai commencé à voir Roger, à être avec Roger. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire attention, à m'entraîner beaucoup mieux. Et puis, j'ai compris aussi, parce que les premières fois que je suis allé aux US, les Ricains, ils m'ont mis à l'amende, hein. Donc, je me suis fait tuer. Donc, j'ai bien compris que j'avais le pilotage, mais j'avais pas la condition physique pour me battre avec eux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu l'as compris, du coup, tu as compris que la diététique, c'était quand même important et j'avais une anecdote moi par Tout, rapport non, à mais ça. tout, c'est-à-dire, pour te donner un exemple, quand je suis allé faire le Grand Prix en 89 aux États-Unis, donc je faisais le championnat du monde, j'avais fait le début de saison Supercross aux US, j'avais pas mal roulé. Mais j'avais pas, ouais, je faisais dans les 10, quoi, tu vois, et j'avais fait une fois deuxième parce qu'il y avait de la boue, mais je galérais un peu en SX. Et après, j'étais en tête du championnat du monde. On est venu faire le Grand Prix à Unadilla, Mmh. on C'était la en a dernière reparlé. épreuve, c'est ça? Comment? Ah non, pardon, non, non, Unadilla, c'était pas la dernière épreuve, c'était le Non, Grand Prix des États-Unis, ouais, du coup. Le Grand Prix des États-Unis à Unadilla en 2,5. OK. Et il y avait Ricky Johnson qui était là pour rouler contre moi. Et pour te donner l'anecdote, on en reparle avec Ricky encore aujourd'hui, mais on a encore reparlé il y a 6 mois. Et à Unadilla, sur un tour au chrono en qualif, j'y mets 6 secondes et demie. Ouais, c'est énorme.
Et il avait fait le tour à fond parfait. Et il s'était arrêté à son mécanicien. Il a fait bon, quel temps? Et son mécanicien lui fait deuxième. Et l'autre, il dit ah bon, ben, je repars. Là. Il fait c'est pas la peine. C'est Jean-Michel, il a 6 secondes d'avance. Et là, il est tombé par terre. Quoi. Il a dit mais 6 secondes, c'est impossible. Mais par Ouais, contre, le lendemain, il me bat les deux manches. d'accord. Du coup, c'était Je quoi? Ça crois. venait de quoi? C'est Parce physiquement, que, du coup? parce que j'étais capable de rouler à une vitesse phénoménale, mais j'étais incapable de faire plus de 2 tours à cette vitesse-là. C'était pas possible. Mmh. C'était impossible. Déjà parce que j'ai jamais pu rouler en course aussi vite que ce que je roulais au chrono. Ça, pour moi, c'est impossible. Parce que j'étais capable d'avoir une vitesse quand j'avais besoin qui était, on va dire, énorme. Hein. Mais par contre, après, pour la tenir sur ne serait-ce que 20 minutes, il fallait que je ralentisse au moins 4 secondes autour, quoi. Au moins 3 4 secondes. Donc, du coup, à cette époque-là, ouais, je faisais 5 tours un peu vite, et puis après, c'était pas possible. Je pouvais pas tenir. Donc là, à partir de là, tu as changé quelques trucs, mais comment ça se fait que quelques années plus tard, tu mangeais des Kit Kat de Vincent Tonton? Bah, ça, c'était une blague avec Roger, parce que Roger savait que j'adorais les Kit Kat et que j'en mangeais pas trop parce que je savais que c'était pas très bon. Et donc, du coup, le deal avec Roger, c'était à chaque fois que je gagnais une manche, il achetait des Kit Kat, il les cachait. Et quand je gagnais une manche, il m'apportait un Kit Kat. Quoi. Voilà. Donc, Tu prenais bien soin. voilà, dès que je gagnais une manche, donc c'est pour ça que Jeff, il disait qu'entre les deux manches, je mangeais un Kit Kat, parce que si j'avais gagné la première manche, j'avais ma barre de Kit Kat que Roger me sortait de la glacière, de sa glacière personnelle. Et ouais, tu prenais bien soin de l'ouvrir devant Stanton, quoi. Ouais, parce que c'était une blague avec Roger et c'était marrant, quoi. Voilà. Bon, c'est bien ça, ça fait la transition du coup avec l'alimentation. On voulait en parler, je voulais en parler un petit peu avec toi. Mmh. On avait reçu, Ulrich Génisson, hein, qui est partisan et qui maîtrise, à fond le régime cétogène. Ouais, Aujourd'hui, toi, est-ce que c'est un régime que tu appliques à 100 ou tu 100%, te ouais. bases un peu là-dessus? Non, 100%. 100%, 100. là, ça fait maintenant 2 ans que je suis en alimentation cétogène. Alors, les 6 premiers mois ont vraiment été assez difficiles, parce que j'étais vraiment avec le sport, avec beaucoup de vélo que je faisais, j'étais devenu un peu accro au sucre. Et du coup, je progressais plus. Et du coup, je comprenais pas pourquoi je progressais plus. J'avais pas mal de soucis d'acidité, de lactate, de tout ça, et je m'en sortais pas. Et du coup, avec Ulrich, voilà, il m'a convaincu de passer en cétogène. Alors, ça n'a pas été facile ça a été très dur pendant 6 mois. Et pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, je retrouve la puissance maximale que j'avais il y a 2 ans en vélo. D'accord. Voilà, Ouais, du coup, seulement ça a quand aujourd'hui. même le chemin a été long, c'est ça que tu veux dire par là? Ouais, c'est-à-dire que en fait, les bienfaits en endurance, c'est très rapide. Hein. C'est au bout de 6 mois, même pas au bout de 3 mois, déjà, tu sens des bienfaits côté endurance. Au bout de 6 mois, côté endurance, tu sens vraiment que ça va beaucoup mieux. Par contre, pour retrouver vraiment une puissance, une explosivité, c'est assez long. Après, ça va dépendre si tu étais vraiment accro au sucre ou pas, ou quel était ton état, quoi, hein, ton métabolisme, comment il fonctionnait. Mais moi, voilà, pour dire, aujourd'hui, après 2 ans, je retrouve les puissances que j'avais avant. Et par contre, maintenant, j'ai un confort d'énergie qui est vraiment incroyable, quoi, qui est vraiment démoniaque. Et c'est pour ça que j'arrêterai plus, quoi. C'est pas possible. J'arrêterai pas. Pour moi, c'est impossible. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi concrètement l'alimentation, avec En ce fait, régime-là? c'est très simple. On a 3 types d'alimentation pour faire tourner le corps humain, pour faire tourner le métabolisme. C'est les glucides, donc les sucres, les glucides, c'est tout pareil. Hein. Alors ça, on est dans les sucres. Bon, ben, c'est tous les sucres. Et après, les glucides, c'est le pain, le riz, les pâtes. Voilà, tout ça, c'est des glucides. Euh, et donc, en fait, on utilise les glucides, on utilise le gras et on utilise les protéines. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut à peu près. Et en fait, le régime cétogène, c'est on enlève complètement les glucides pour que le corps il s'adapte à tourner essentiellement au gras et à fabriquer du sucre avec le gras, quoi. Voilà. Donc, on change complètement de source d'énergie, en fait, principale. Plutôt que d'être en énergie principale aux glucides, on devient en énergie principale au gras. Et donc, du coup, après, à côté, on apporte toujours les protéines pour les muscles, on apporte toujours les fibres pour les vitamines, pour la digestion, pour tout ça.
Mais par contre, on change d'énergie, c'est-à-dire on n'utilise plus les glucides, on utilise le gras comme énergie. Voilà. Et tout D'accord. ça, ça met du temps à se mettre en place et le corps met du temps à s'habituer, mais en tout cas, une fois que c'est installé, c'est d'une efficacité redoutable, quoi. Moi, pour donner une ordre d'idée, aujourd'hui, je suis capable de me lever le matin, de boire 2 cafés, partir faire du vélo et rouler 8 heures sans manger, juste avec de l'eau et du sel, quoi. Mmh. Parce que tu brûles du C'est gras, quoi. c'est impressionnant, quoi. Au glucides, c'est impossible. Tu es obligé d'avoir des barres, tu es obligé de manger, quoi. C'est pas possible. Mmh. Ouais, alimenter régulièrement. Ouais. Je te vois souvent poster, tes petits déj ou ce genre de choses. Tu parles de café gras. C'est quoi le café gras? C'est un café et plutôt que certaines personnes mettent du sucre ou mangent du pain à côté, donc c'est des glucides, hein. Mmh. Et moi, comme je mange qu'un café, je rajoute un peu, du gras à l'intérieur pour me donner un peu d'énergie, d'énergie immédiate, dans mon estomac. Donc en fait, je peux mettre, de l'huile de coco qui est raffinée, une huile de coco spéciale qui est plus facilement assimilable par l'organisme. Donc je la mélange dans le café et je peux même mettre un peu de beurre aussi, qui est du gras et Mmh. qui va me donner, voilà, une petite énergie dans l'estomac qui va aller plus vite que pour lancer la machine, quoi. Voilà. D'accord. On a 3D Drone sur YouTube qui nous demande, les repas. Un exemple. Je sais pas si tu peux donner par exemple sur une journée, tu vois, petit déj, repas du midi et dîner le soir? Ouais, alors, donc le matin, j'essaye de vraiment jamais soit je déjeune pas, c'est-à-dire soit je vais faire du sport et généralement je déjeune pas. C'est-à-dire je prends juste 2 cafés gras et après je déjeune pas parce que en fait, je préfère mettre en route mon système, mon métabolisme pour qu'il transforme le gras très rapidement. Donc, si je déjeune, je vais ralentir ce procédé. Donc en fait, je préfère pas déjeuner si je vais faire du sport. Donc, par contre, si jamais, je dois manger le matin, je mange jamais de glucides. Donc c'est soit avocat, petits légumes, une tranche de jambon, 2 œufs, Les œufs, tu peux pour le coup? voilà, œufs à la coque, des œufs à la coque, des œufs durs, comme on veut, des œufs au plat, voilà. Après, après je mange pas mal de viande parce que dans la viande, il y a quand même, c'est une super source de protéines pour les muscles, d'acides aminés, de plein de choses qui sont hyper intéressantes. Donc la viande, c'est important, la bonne viande. Donc là, c'est pareil, des fois, je publie des trucs aussi où je prends ma viande parce que il y a vraiment une grosse différence dans la viande, quoi. C'est comme, ouais, c'est comme une moto, quoi. Il y a la moto, la Honda du HRC et puis là, il y a la Honda du concessionnaire local, quoi. C'est pas la même, quoi. Ouais, effectivement. La Ouais, ouais, la c'est clair. viande Ça, la c'est un viande, peu c'est oui, c'est un pareil. peu comme l'essence que tu mets dans ta moto au final, Voilà, c'est c'est pareil, tu as la bonne essence et la mauvaise essence, quoi. Et donc, la viande, c'est pareil, tu as de la super viande qui a été élevée à l'herbe, tout ça, et forcément, elle est remplie d'acides aminés qui sont beaucoup plus intéressantes que de la viande que tu vas acheter au supermarché. Voilà. d'accord. Bon ça, c'est intéressant cette partie Donc ça, et alimentation. puis après, voilà, après, c'est vrai qu'en cétogène, il faut faire attention à ce qu'on boit parce qu'il faut amener aussi pas mal de sel. Donc voilà, il faut bien boire, bien saler, apporter des électrolytes, c'est donc tous des minéraux que le corps a besoin pour créer de l'énergie avec le gras. Et donc voilà, une fois que tout ça est en place, ouais, ça marche très très bien, quoi. Mais la mise en place est très difficile, hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux se rapprocher. Bon, Ulrich, c'est le summum, hein, parce qu'il a une connaissance sur le régime cétogène qui est incroyable. Après, il a un tempérament, il est entier, Ulrich, donc c'est toujours très cash, quoi. Donc, et c'est sa façon d'être, donc, et il a raison, quoi. Il a tellement étudié le truc qu'il en est tellement sûr que. Mais moi, c'est pareil, hein, aujourd'hui, je suis certain des bienfaits que ça a, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, tu vois, pareil, il te fait des compliments, hein, Ulrich. Il te remercie pour la carrière. Il parle même pas de régime cétogène, c'est ouais. Allez voir, hein, sa chaîne YouTube, Eat Fat to Be Fit, si ça vous intéresse d'avoir des renseignements là-dessus. Moi, personnellement, j'ai pas réussi à m'y mettre. J'aime trop les frites et le vin avec l'entrecôte, mais voilà, on n'a pas les mêmes objectifs sportifs non plus. Après, honnêtement, l'entrecôte, moi, c'est pas un problème. Et de temps en temps, écoute, tu sais quoi, ça m'arrive de me faire un verre de vin, ça me pose aucun souci. Mmh. Parce Oui, qu'en le tout, fait, c'est de pas mettre trop de une glucides, quoi. voilà, une fois que le régime est en place, une fois que l'alimentation est en place, après, si tu fais beaucoup de sport, c'est beaucoup plus facile à gérer d'être en cétose permanente en faisant beaucoup de sport que sans faire de sport. Si tu fais D'accord. pas de sport, tu es vraiment obligé d'être très strict sur les quantités de glucides
parce Ouais. que sinon tu sors de suite de la cétose. Mais par contre, si tu fais beaucoup de sport, voilà, tu brûles tellement d'énergie que même si tu prends un tout petit peu de glucides, dès que tu vas rouler en vélo ou n'importe quoi, tu repasses de suite à brûler du gras, quoi. Mmh. Ça t'aura apporté quoi, toi, à l'époque, dans ta carrière, de faire un régime comme Alors, ça, tu penses? alors attention, parce qu'avec Ulrich, on a un peu regardé parce que Ulrich, il trouvait bizarre que j'ai des super résultats aux US. Non, et en fait, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai complètement changé ma façon de m'alimenter parce que déjà, j'étais chez mes parents quand j'étais en France. Et quand je suis parti aux États-Unis, je suis parti tout seul, donc j'ai retrouvé Roger là-bas. Roger, il faisait déjà pas mal attention à ce qu'il mangeait. Et du coup, moi, aux États-Unis, à cette époque-là, il n'y avait pas de pain. Mmh. Et du coup, j'ai arrêté le pain. Je mangeais beaucoup de viande parce que c'était pratique, parce que la viande, c'était le plus facile à cuisiner. Et en fait, le matin, je me levais très tôt parce que moi, j'avais 1 heure et demie de route pour aller à l'entraînement. Donc, le matin, je me levais tous les matins entre 5 heures et 6 heures. Même des fois, Roger passait me chercher à 5 heures, klaxonner devant la maison. Donc je me levais très tôt. Donc, du coup, je mangeais des œufs, je mangeais du jambon, je mangeais très salé, quoi, en fait, déjà. Et du coup, avec Ulrich, on a discuté, j'étais pas mal quand même à l'époque. J'étais pas mal déjà. On va pas dire que j'étais en cétogène, mais j'étais, on va dire, en low carb, quoi. C'est-à-dire D'accord. en pauvre en glucides, quoi. OK. Et comme je faisais beaucoup de sport toute la journée, beaucoup d'efforts, je pense que je brûlais beaucoup de gras, quoi. Bon, il y avait que les Kit Kat, quoi, au final. Il y avait que les Kit Kat, mais tu sais, les Kit Kat, quand tu es en plein effort et que tu viens de taper une manche de 40 minutes, le Kit Kat, il C'est le rentre et beau de il lui. est de suite brûlé, quoi. Ouais. Retour vers le futur, vers le présent, le pilotage moderne aujourd'hui, est-ce que tu vois, ce qu'on voit tous, hein, actuellement, il n'y a pas un live où on ne parle pas de Jet et Hunter Lawrence. Clairement pour tous ceux qui ont un œil avisé, c'est du pilotage parfait. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus, et qu'est-ce que tu penses qui a le plus évolué depuis ton époque à toi? Alors déjà, tu vois, quand j'ai vu Jet qui gagnait des courses, mais j'étais content parce que parce que moi, mon modèle, c'est David Bellé et Bellé, c'était un pilotage, je pense que même aujourd'hui, tu fais pas mieux. Moi, j'ai essayé de faire aussi bien que lui, j'y suis jamais arrivé. J'étais rapide, mais j'étais pas aussi bien que David. David, il avait un équilibre sur la moto qui était incroyable. Même le Chine, il arrivait des fois à avoir ça de temps en temps sur la 500, mais c'était pas aussi beau que David, quoi. David, c'était l'équilibre, il était parfait, quoi. Et, et, et quand je disais ça à des jeunes, tu vois, les 15 dernières années, on me disait non, mais maintenant avec les 400, avec les 4 temps, c'est plus possible. Maintenant, il faut rouler à la Carmichael, se mettre en arrière, accélérer à fond et rentrer dans les trous à bloc. Et moi, à chaque fois, je me disais putain, mais ouais, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On doit pouvoir faire comme avant, quoi. Ça doit marcher encore, c'est pas possible. Et je me suis mis à même douter. Je me suis dit bon, mais effectivement, peut-être ça marche plus, quoi. Peut-être Mmh. on peut plus piloter comme ça. Donc quand j'ai vu Jet gagner et en pilotant comme il pilotait, mais j'étais content parce que je me suis dit putain, enfin il montre que c'est possible. Il montre que la fluidité, que le beau pilotage, ça paye encore. Voilà. Ouais. Même aujourd'hui, avec des gros 4 temps, ça paye encore. Et rien que pour ça, tu vois, à chaque fois que je le vois, je lui dis, et je lui dis, putain, merci pour ça, quoi. Parce Mmh. que ça montre que le beau pilotage, ça paye encore. Voilà. Et tu penses que pour battre un gars comme ça, il faut faire du Je Jet disais, Lawrence, c'est-à-dire être encore plus technique que lui, ah ou il non, faut faire du non, Tomac à bourriner? non, il va falloir faire autre chose, mais tu peux pas battre un mec comme ça. C'est pas Ouais. possible. Après, il se fera battre un jour par un autre mec, c'est sûr, il se fera battre, mais ça va être difficile, hein. Parce que tant qu'il aura envie de gagner, je pense qu'il sera là, quoi. Il sera là parce que, en fait, tu le vois, il a une pointe de vitesse qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il est capable, en 4 virages, de reprendre 50 mètres sur un mec parce qu'il a cette capacité à aller chercher de la vitesse, quoi. Grâce à sa position, grâce à sa classe, grâce à son pilotage. Et ça, honnêtement, Bélé l'avait, Le Chine l'avait, moi je l'avais. Mais après, encore faut-il avoir envie de le faire. Alors Mmh. ça, c'est un autre problème par rapport à ces pilotes-là.
c'est que quand tu es très très fort techniquement, ben en fait, des fois, tu as pas trop envie de forcer pour les gagner. Ouais, il y en a eu beaucoup des gars comme ça. Josh Oui, Hansen, je parle de ma génération, hein, mais tu vois, Josh Hansen qui a jamais performé, au niveau auquel il aurait dû performer. Peut-être même un Windham aussi qui reste un peu, Wyndham, ouais, bien sûr, bien sûr. Même un Pourcel, même ouais, si, tu vois, il a gagné, mais il a gagné dans la petite cylindrée, parce que la grosse cylindrée, ça demande encore un peu plus de travail, tu vois. Mais en fait, quand tu es très très fort en pilotage, tu as un peu tendance à pas vouloir forcer. Et du coup, ça a ses limites, quoi. Ça a ouais. ses limites. Voilà. Qu'est-ce qui ferait tomber, aujourd'hui, Jet Lawrence? Est-ce que c'est le fait de faire beaucoup de courses, dans l'année? Est-ce que c'est le fait de faire beaucoup de tu vois, d'être beaucoup médiatisé? Qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce que non, il est vraiment trop fort Alors, et il faut qu'il continue? il y a plusieurs trucs qui peuvent le faire tomber. C'est la blessure. Mmh. Voilà, la blessure. Parce que là, la blessure, la chute, même si tu pilotes bien, elle peut quand même arriver, hein. C'est une faute d'inattention, une petite erreur. C'est Ça arrivé peut d'ailleurs, hein. arriver. Il s'est blessé au Voilà. pouce, cette année, il s'est déjà Et, cassé la clavicule, voilà, c'est et c'est même, ça arrive même plus souvent à ceux qui roulent comme ça. Parce que quand tu roules avec beaucoup de technique, tu as tendance à moins forcer, à être plus fluide, à faire confiance à ta moto. mmh, Et si tu as une petite faute d'inattention, tu n'es pas prêt à réagir. C'est trop tard. Alors qu'un mec qui bourrine un peu, entre guillemets, à la Carmichael, à la Tomac, ils sont tellement un peu en vrac tout le temps qu'en fait, le physique, il est tout le temps prêt à réagir. Alors que quand tu roules un peu plus décontracté, à la Le Chine, à la Bélé, un peu comme moi, et ben, en fait, si tu fais une petite faute d'inattention, le corps est pas prêt à tenir la moto et c'est la chute immédiate. Donc la blessure, ça peut le stopper et après, c'est sa motivation. Voilà. ça demande beaucoup de travail de rouler comme toi, comme lui ou c'est un don? Ah, c'est du travail, en fait, c'est de l'observation, c'est de l'analyse, en fait, c'est de l'observation, c'est de l'analyse permanente, c'est d'essayer de comprendre tout, d'essayer d'être minutieux, voilà, c'est un état d'esprit, hein, tu l'as ou tu l'as pas, mais on peut pas dire que on peut pas dire que tu es né en sachant rouler vite ou en sachant rouler comme il faut. Tu le deviens, quoi, tu progresses. Moi, j'ai progressé, j'étais pas comme ça au début, donc tu deviens voilà, en analysant et en essayant de tout comprendre et de regarder aussi, de regarder les autres, de regarder, même de te regarder toi, de Ouais. regarder les vidéos, de voir les fautes que tu fais, les améliorer, ta position, avec tes ingénieurs, changer la position sur la moto pour être un peu mieux. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui fait ça. Mmh. Aujourd'hui, j'en vois pas beaucoup des pilotes qui travaillent pendant 4 jours sur la position pour moins fatiguer. Ouais, Moi, c'était une obsession de trouver des solutions pour moins fatiguer. pour t'économiser à fond, quoi. Ah ouais, parce que ce que tu peux économiser en énergie, tu vas pouvoir le mettre en vitesse. Donc, Mmh, ouais, c'est intéressant. c'est le peu que tu vas gagner, sur ta position ou n'importe quoi pour gagner un peu en énergie. Moi, j'allais même jusqu'à je détestais rouler avec une selle neuve parce que les selles neuves, elles étaient un poil trop dures pour moi. Et du coup, surtout avec la 500, quand j'accélérais, en fait, je glissais un peu en arrière et j'étais obligé de me tenir avec les mains. Et du coup, je chopais un peu plus mal au bras. Et en D'acc fait, le seul fait de rouler avec une selle, alors je rodais les selles à l'avance, je les rodais à l'entraînement, et le seul fait qu'elle ait une semaine de roulage, elle était nickel. Mais mmh, neuve, je ne pouvais pas partir en course avec une selle neuve, je chopais mal au bras. Parce qu'en fait, d'accord. tu te cales différemment sur la selle quand elle est un peu plus, quand elle est molle, tu te cales dedans. Et aujourd'hui, quand je vois certains pilotes qui ont les selles béton et qui font 3 tours et qui ont mal au bras, mais je suis mort de rire. Je suis Voilà, mort tu de vas rire. voir en mini-hiver, tu vas tout le monde va s'enflammer, hein. Si on va sortir cet extrait de live, tout le monde va acheter 10 Mais sels, non, mais ils je vont lui dis pas roder. ça. Je dis que tu dois réfléchir. Tu dois Ah, réfléchir. c'est ça. Mais forcément, moi, je te mets du silicone sur la selle où ça glisse. Pour te tenir, tu vas être obligé de forcer sur les bras. Et si tu forces sur les bras, tu vas avoir mal au bras. Ouais. Donc Ouais, voilà, effectivement. voilà, mais c'est de la réflexion permanente. C'est essayer de trouver toujours des trucs. Euh, Par exemple, les guidons. Moi, les guidons, mes guidons d'outdoor, c'était pas les mêmes que mes guidons de supercross. Parce que les guidons outdoor, ils étaient plus souples pour absorber un peu plus d'énergie sur les chocs. Mais si je les roulais en supercross, eh ben, j'avais pas assez de précision, ils se tordaient trop. Ils D'accord. n'étaient pas assez rigides.
dans les appels, tu vois. Donc j'avais des guidons différents en outdoor ou en supercross. Comment tu faisais la différence pour avoir plus souple, plus rigide? Avec barre et sans barre? Tu Non, tu non, jouais sur la largeur aussi du guidon ou tu faisais quoi? c'était exactement les mêmes formes. C'était juste où était fixée la barre. OK, Nous, à notre époque, c'était les Rental avec les barres, et du coup, la barre était fixée beaucoup plus loin. Et le galbe était le même, mais le galbe partait de plus loin pour être plus rigide et partait de plus près pour être plus souple. d'accord. Donc voilà, nous, on faisait comme ça à l'époque. Après, il y a plein d'autres manières de faire, mais ça, c'était notre manière qu'on faisait avec Rental, quoi. OK, OK. Tu faisais beaucoup de freeride aussi, hein? Toi, à l'époque, tu là aussi, ça t'a permis d'apprendre des choses sur toi, sur la moto, sur la technique? Mais c'est pareil, le freeride, tout le monde se trompe là-dessus, parce que tout le monde OK. dit: «Ouais, tu fais du freeride, mais c'est pas de l'entraînement». Ou c'est pas ouais, c'est pas de l'entraînement, mais c'est une erreur fondamentale parce qu'aujourd'hui dans le vélo, l'entraînement vélo aujourd'hui des meilleurs mecs du Tour de France ou pour être au top en vélo, c'est quasiment, 70 du temps en zone 2. La zone 2, c'est une zone où tu pédales en parlant à ton pote à côté. Mmh. Donc Ouais et donc tu pourrais tu pédaler pendant, 35 heures comme ça, quoi? Non, pas 35 heures, mais tu peux rouler 5-6 heures sans problème en parlant avec quelqu'un à côté. Et ça, c'est de la zone 2. Et aujourd'hui, 70 de l'entraînement d'un coureur cycliste, c'est de rouler en zone 2. OK. Donc, et ça, c'est une erreur complète qu'on fait en moto, c'est qu'il n'y a aucun pilote moto qui fait de la basse intensité. Après en moto, c'est beaucoup plus difficile. Et C'est quand pourquoi c'est difficile? d'être en zone 2 sur la moto. Eh Moi, je ben, sais tu que je mets un m'entraînais à ça cardio, avec un tu cardio mets un fréquence cardio, tu max. fais du freeride, tu viens de Ouais. faire du freeride avec moi et tu te fais 5 heures en zone 2. Mmh mh. Ouais, c'est vrai. C'est une Voilà, bonne c'est tout. méthode. Donc, en fait, honnêtement, je vais rejoindre Ulrich et il va rigoler quand je vais dire ça, mais aujourd'hui en moto, heu, 90 95 des mecs font un entraînement bidon. Ouais. Voilà, et je le dis, Ouais, hein, c mmh. entraînement bidon. Et aujourd'hui, il y en a qu'un qui doit bien s'entraîner. Il y en a un qui s'entraîne bien parce que je sais qu'il s'entraîne, parce que je sais qui c'est qui l'entraîne. C'est les 2 frères Lawrence, parce que c'est Johnny O'Mara qui s'occupe, de Mmh. l'entraînement, et Johnny, je le connais très bien et je sais ce qu'il fait. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, Johnny, si je vais faire du vélo avec lui, j'ai intérêt d'être entraîné parce que c'est un Ouais. bon en vélo. Ouais, ouais, il paraît, ouais. Donc Il a je entraîné, je Jérémy Martin qui est devenu une machine à vélo d'ailleurs depuis et il y a ouais, j'ai entendu beaucoup d'anecdotes là-dessus, ouais. ouais, c'est un monstre, et c'est un monstre depuis très longtemps, Ouais. et il a beaucoup de connaissances là-dessus, donc le freeride, c'est pas que pour s'amuser, quoi. C'est aussi pour faire, pour travailler la bonne zone. OK. Bon, bah, tu Parce vois, que là, ça ça me fait sert à plaisir. rien, Moi, j'ai ça fait de sert à rien. l'enduro, moi, j'ai fait du freeride pendant, 5 ans et je viens de racheter une 250 CRF là, donc maintenant c'est bon, je vais pouvoir aller concurrencer les meilleurs pilotes. La pire connerie qu'on peut faire, c'est le mec qui vient sur un circuit, il fait 4 tours, il s'amuse un peu, et il fait 2 manches de 30 minutes et il rentre chez lui. Mmh. Voilà. Et le mec, il fait ça 2 fois par semaine, toute l'année. Ouais. Ouais, c'est nul, c'est nul. Moi, quand j'ai fait ma saison 91, où j'ai tout gagné, hein, j'ai gagné les 3 championnats. Pendant l'hiver, j'ai fait aucune manche. Ouais. J'ai fait Technique. aucune manche. Même sur le terrain de SX, j'ai fait aucune manche. Alors, je OK. dis pas que j'étais nickel prêt à la première course. J'étais un poil limite pour tenir la durée de la course. Quoi, je veux dire, la vitesse que j'aurais envie de tenir. Mais par contre, au bout de 2 courses, ou 3 courses, j'étais au top, et j'ai été au top toute la saison, sans faire une manche de la saison à l'entraînement. Ouais. Du coup, il faut s'entraîner intelligemment. Ben, comme dans tous les sports. Mmh. C'est-à-dire que tu sais, le problème, c'est que moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer des fois, c'est que les gens te disent souvent: «Ouais, mais il suffit de t'entraîner». Ben non, 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 parce qu'après, quand tu es, par exemple, un pilote professionnel aux États-Unis en motocross et en supercross, heu, tous tes concurrents vont s'entraîner. Tous ton concurrents ont que ça à faire toute la journée qu'à s'entraîner. Mmh. Donc en fait, si tu fais juste de l'entraînement pour faire de l'entraînement, tu vas pas faire mieux que tes concurrents. Tu vas Mmh, faire ouais. comme eux, ou moins bien qu'eux, ou peut-être un peu plus si tu fais plus d'heures sur le circuit. Donc le seul truc que tu as à faire, c'est faire parce que la journée, elle fait 24 heures pour tout le monde.
Donc, tu as un temps limite pour t'entraîner. Donc, du coup, c'est quoi qui fait la différence? C'est la qualité de ton entraînement. C'est simplement qu'il y en a certains qui s'entraînent mieux que d'autres. Donc, du coup, peut-être ils s'entraînent moins en quantité, mais comme la qualité est meilleure, ben, en fait, ça marche mieux, quoi. Et Parce pour que ceux si qui tu as une s'entraînent comme ça, aujourd'hui, tu leur donnerais quoi comme conseil? Ceux qui sont seuls un petit peu dans leur coin, est-ce que tu leur conseillerais de faire des stages? Est-ce que tu leur conseillerais ah ben, faut faire des d'analyser en stages, vidéo? Tu conseillerais quoi? faut faire des stages, faut faire des stages avec des personnes qui ont des vraies connaissances sur l'entraînement physique, sur tout ça. Mmh. Mais si c'est pour aller faire un stage avec un mec qui fait exactement les mêmes choses, ça sert à rien, hein. Ouais, là, c'est Ça pareil, sert il faut à du rien. qualitatif, quoi. Donc, heu et le problème, c'est que si tu fais pas du qualitatif, tu te fatigues et comme tu te fatigues, ta période de repos, elle est plus longue et donc du coup, ta période de repos, ben, tu es toujours fatigué et en fait, tu progresses jamais. Mmh. Donc, et la différence, elle se fait là. Au bout d'un moment, sur 2 mois, tu as pas de différence, mais sur un an, tu crées des écarts énormes. Ouais, effectivement. On arrive à l'heure de live, Jean-Michel, mais j'avais juste Hop, une dernière question. Dernière question parce voilà, qu'on nous l'a ouais. posé pas mal de fois sur, tu vois, sur Instagram, j'ai vu plusieurs fois, il y a Blaise qui est arrivé, tu vois? Il est en voiture, il va pas tarder à arriver à Disneyland, je pense et non, le temps retour, tu sais, en 2001, donc voilà, ta carrière était, tout le monde pensait que c'était fini. 2001, tu signes chez Suzuki, American Suzuki, Mmh. si je me trompe pas. Tu as failli revenir au niveau professionnel, ça s'est pas réellement fait, pourquoi? Ouais, alors il faut raconter un peu l'histoire. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, c'est parce que Ouais. c'est tellement riche. En fait, j'étais allé aux États-Unis pour aider un peu Sébastien Tortelli, avec Oxbow, tout ça, donc je l'avais un peu aidé. Heu, moi, c'était en fait, moi, à ce moment-là, mon rêve, c'était gagner le bol d'or et les 24 heures du Mans. Mmh. Donc, le problème, c'est qu'il y avait qu'un team qui gagnait cette course, c'était le team Suzuki, le CERT. Ouais. Et en fait, j'ai roulé avec eux en 2000. Et le règlement a changé en 99. J'ai roulé avec eux et le règlement a changé. Et en fait, Suzuki n'avait pas la moto pour rouler dans le nouveau règlement. D'accord. Donc, du coup, on savait que pendant 2 ans, on ne pouvait pas rouler. Ou alors, on roulait avec une 7,5 au milieu des 1000. C'est pour ça que toi ah ouais, je pensais que tu l'avais gagné avant ça, en fait, c'était après, c'était 2002 du coup, le bol d'or? Comme j'étais allé aux États-Unis, j'avais passé pas mal de temps avec Roger. Et Roger il m'avait dit, bah, tiens, ça serait cool de rouler un peu, de rouler un peu avec ma moto et tout. Donc, j'avais roulé avec sa moto, avec la 2,5. Bon, j'avais pas mal travaillé sur la 2,5. Et du coup, comme je roulais bien, il m'a dit, ah, tu veux pas faire l'outdoor puisque tu fais rien cette saison. D'accord. Alors, ouais, je m'étais pris au jeu parce que j'avais rien à faire cette saison-là, parce que je savais que je pouvais pas rouler en endurance, parce que mon programme d'endurance, il allait commencer un an et demi après. Donc, ouais, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, même si j'avais pas trop envie, mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être marrant, quoi, tout ça. Et comme les tests, ça allait bien, ouais, je faisais des bons temps. Je roulais avec Windham, on roulait quasiment pareil. Donc, avec Roger me disait, ouais, mais tu seras dans le coup et tout, ça va être cool. Mais bon, après, déjà, j'avais mal de partout parce que j'avais des blessures. J'avais une blessure au genou que je m'étais fait en vitesse. J'avais une blessure au pouce aussi qui me faisait mal. Et je me suis donné un coup dans le genou à un moment. Et du coup, j'ai dit à Roger, non, ça sert à rien parce que j'ai trop mal, quoi. Je vais pas rouler comme j'ai envie de rouler. Et Mmh. même si je fais cinquième, ça va pas me convenir. Et je me connais, je suis trop perfectionniste pour accepter d'être content avec une cinquième place, quoi. D'accord, Donc, donc là, on peut dire aujourd'hui, la vitesse était top 5 quoi? comment? La vitesse, c'était de vitesse du top 5 quoi, que tu avais, à ce Ah oui, moment-là, oui, non, oui, la vitesse, je l'avais. Oui, la vitesse, je l'avais. Ça, il y avait pas de souci. Après, c'était de pouvoir tenir toute une manche et de pas trop souffrir non plus physiquement. Donc j'avais trop de blessures accumulées en vitesse et j'avais vraiment envie de gagner en endurance. Donc, mmh. après, le programme endurance s'est accéléré. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dit à Roger, non, non, on va arrêter là. Je continue à tester un peu pour toi si tu veux, mais je ne ferai pas la saison. Voilà. Bon, mais tu as bien fait puisque tu as gagné le bol d'or en 2002 en suivant, donc c'était J'ai gagné en 2002 et en 2003. Voilà. Donc, ouais. j'ai réalisé mon rêve de gamin de gagner les 24 heures du Mans. Parce Bon, qu'en fait, au début que j'ai commencé le cross, mon objectif, c'était pas d'être champion de motocross, c'était champion de vitesse. Et c'est pour ça que j'ai fait de la vitesse après. C'est parce qu'en d'accord. fait, à cette époque-là, quand j'avais 12 ans, on ne pouvait pas faire de vitesse. Quand on était gamin, les motos de vitesse, ça n'existait pas. Et les Mmh. seules motos qu'il y avait, c'était les motos de cross. Et c'est pour ça que je me suis mis à faire du cross grâce à Alain Prieur.
Et comme en cross, ça marchait bien, j'ai continué. Par contre, quand je suis arrivé à 23 ans, que j'avais tout gagné et que j'avais réalisé tout ce que j'avais envie de réaliser en motocross et supercross, je me suis dit, bah, si je dois faire de la vitesse, c'est maintenant, parce que c'est maintenant que je peux. C'est maintenant que j'ai l'opportunité. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans les Grands Prix vitesse, avec l'objectif un jour de gagner les 24 heures du Mans. Voilà. D'accord. Ouais, ça s'explique. C'est logique. Quand on regarde le palmarès, tu vois qu'on C'est n'a pour pas ça que les je, anecdotes, ça c'est se pour ça comprend. que je vais écrire le livre pour que les gens puissent comprendre tout ça. Voilà. Ouais. Parce Ah que bah, c'est souvent, les bien. gens me disent, pourquoi tu as arrêté d'un coup comme ça alors que tu gagnais tout? Ah, c'est logique, en fait. Mais parce que j'ai adoré. Le Supercross est devenu un rêve aussi. Mais j'avais quand même ça encore au fond de la tête de gagner les 24 heures du Mans et j'aurais pas pu pas aller au bout, quoi, tu vois. Donc il fallait que je le fasse. D'accord. Voilà. Bon, c'est ouais, c'est super intéressant. Il va falloir qu'on achète le livre parce que tu vois, même en 1 heure de live, on n'arrive pas à expliquer tout ça. Non, mais c'est clair, c'est clair. Ouais, c'était cool en tout cas. Non, c'est cool, ouais. On se verra au Supercross de Paris. On voulait évoquer un petit peu ça, mais bon, c'est dans 1 semaine et demie. On fera une petite interview au Supercross de Paris pour compenser. Ok, ça marche, ça va. Bon, j'espère que ça a été. Ouais, non, super. Je pense que tout le monde s'est régalé. On a beaucoup de commentaires des anciens. Je pense qu'on aura aussi des plus jeunes. On aura beaucoup d'écoutes en suivant en format podcast. Ça, c'est un format qui est très, très apprécié. Et vraiment, merci beaucoup, Jean-Michel. Ça fait vraiment plaisir que tu aies accepté notre invitation. Et bah, écoute, on te souhaite le meilleur pour la sortie du bouquin et tous tes projets sportifs qui sont très, très solides encore. Ok, merci à vous tous et on se voit au Supercross de Paris. Allez, salut à tous, bonne soirée. Ciao, ciao.